J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, vous écoutez Ça reste entre nous, la nouvelle émission politique de Radio J. La politique, comme vous l'entendrez, nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies de nos hommes et de nos femmes politiques. Le tout sans langue de bois, bien sûr, c'est rare. Et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio J, en direct sur Facebook. Alors, cette semaine, on va bien évidemment parler de ce que les clichés nomment la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites, bien sûr. Dernier détail présenté hier par Elisabeth Borne. Quels ont été les derniers arbitrages du gouvernement, les réactions de l'opposition, des syndicats, on vous explique tout. Et puis, on parlera évidemment de la droite. Les Républicains vont-ils accepter de suivre leur chef, Éric Ciotti, qui a annoncé qu'il voterait cette réforme? Suspense. Enfin, last but not least, on passe à la gauche avec le congrès du Parti socialiste. Et puis, le retour d'Adrien Quatennens, c'était ce matin à l'Assemblée nationale. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement des partis. Tout d'abord, Valérie Nataf, éditorialiste sur LCI. Bonjour Valérie. Bonjour David. Gilles Bornstein, rédacteur en chef à France Télévisions. Bonjour Gilles. Bonjour à tous, bonjour David. Et Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, qui connaît tous les petits secrets de la droite. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Tous trois réunis pour livrer infos, confidences, explications. Je vous rappelle la règle du jeu. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Alors, le premier de nos sujets, évidemment, la réforme des retraites, présentée hier par la Première ministre Elisabeth Borne dans le détail. On l'écoute. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Alors, recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2030 et non à 65 ans, le détail a son importance. Le gouvernement accélère aussi sur l'allongement de la durée de cotisation. Il faudra en 2027 avoir cotisé 43 ans et puis aussi fin des régimes spéciaux. Alors, je me tourne vers vous Valérie Nataf, c'est une surprise ces arbitrages finaux? Non, alors pas dans les grandes lignes, puisque tout avait été éventé suivant la bonne méthode du gouvernement, ne jamais laisser la primeur à ceux à qui on s'adresse, mais il y a toujours des fuites avec des camarades journalistes qui ont les bonnes sources. En revanche, il y avait pas mal de Kinder Surprise. C'est ce que j'appelle les Kinder Surprise, c'est par exemple les travaux d'utilité collective, quelque chose qui n'évoque pas grand-chose à vous parce que vous êtes beaucoup plus jeune. Sauf Gilles Bornstein, qui a beaucoup d'expérience. Voilà. Mais qui avait été mis en place par Laurent Fabius et qui seront prises en compte dans les calculs. À la demande de Laurent Berger. À la demande de Laurent Berger. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui ne parlent peut-être pas à l'immensité française, mais qui permettent d'envoyer des signaux à ceux que l'on veut convaincre. C'est-à-dire que la métaphore du Kinder Surprise, c'est bien sûr les fameux petits goûts sucrés que le gouvernement... C'est pas un nom ashkénaze. Le petit goût sucré que le gouvernement lâche pour amadouer opposants et syndicats. Alors, on sait que le président Macron et la première ministre Elisabeth Borne se sont vus longuement vendredi à l'Élysée pour justement caler ces petits arbitrages et ce mix sucré-salé. On sait qu'il y a eu parfois un peu de tension ces derniers mois entre les deux, que la chef du gouvernement avait obtenu à plusieurs reprises de son patron qu'il temporise. Est-ce que c'est toujours tendu, Gilles Bornstein, entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne? Honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est tendu entre eux ou pas. Ce que je remarque, c'est que par exemple, pour un des faits importants de cette réforme, qui est que le minimum à 1 200 €, le minimum contributif ou les 85% du SMIC, vous dites ça comme vous voulez, que ça s'applique y compris aux retraités actuels, ça fait 2 millions de personnes, ça ne figure pas dans le texte. Comme vous tous, j'imagine, si j'ai reçu le texte un petit peu avant la conférence de presse de la Première ministre, je l'ai lu et entre nous, on échangeait et on trouvait ça pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles Bornstein? Ça veut dire que c'est une marge de négociation que le gouvernement se laisse? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraisemblablement, ça a été... Soit ils ont voulu réserver un effet de surprise pour la conférence de presse, ou plus
plus probablement, ça a été arbitré entre l'impression du texte, c'est un gros document, donc c'est pas des choses qui sortent 20 minutes avant la déclaration, c'est certainement sorti un peu avant. Ou plus probablement, ça a été arbitré après le bon à tirer pour le texte et la déclaration de la Première ministre, parce que, encore une fois, dans le texte, c'est pas clair, c'est reconduit à des négociations futures, alors qu'elle l'a dit très clairement, et le porte-parole du gouvernement l'a redit ce matin, oui, ça s'applique aux 2 millions de personnes en dessous du SMIC déjà à la retraite. Une précision, Valérie Nataf ? Oui, je pense que c'était quand même bien dans les tuyaux, même si c'est pas dans le texte que vous avez reçu, parce que lors des questions au gouvernement qui ont eu lieu hier, lorsque Olivier Marleix, le chef du groupe parlementaire LR, a pris la parole et qu'il a insisté sur cette question, la Première ministre qui lui répondait lui a donné quelques assurances en disant qu'elle dévoilerait dans quelques heures des choses qui le satisferaient. C'était 2 heures avant la conférence de presse. Marion Mourgue. Elle l'a dit d'ailleurs en souriant, c'était un petit clin d'œil appuyé aux Républicains qui ont été cités 2 fois par la Première ministre hier dans sa présentation, parce que c'était une des lignes rouges des Républicains. Éric Ciotti, Olivier Marleix avaient beaucoup appuyé dessus auprès de la Première ministre, et quand ils l'ont vu avant les vacances de Noël, c'était non sur ce point-là. Et ils ont dit on ne votera pas la réforme si vous ne revenez pas sur ce qu'on appelle le stock des retraités, c'est-à-dire ceux qui ont déjà leur retraite. C'est un mot assez technique pour une réalité humaine. Alors on reviendra sur la position des Républicains tout à l'heure, mais voilà, cette réforme elle est lancée après des mois de tergiversation, de zigzag. Elle atterrira dans moins d'un mois, le 6 février prochain à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une guérilla parlementaire intense, Marion Mourgue ? Il va se passer des choses à l'Assemblée. C'est sûr que le texte qu'on a eu hier, c'est que le début du travail et le début de la réforme. Toutes les oppositions ont envie d'obtenir des gains politiques et toutes les oppositions ont aussi envie de faire évoluer le texte en faveur des Français selon leur perception de ce qu'ils attendent. Donc oui, la bataille commence, elle commence à l'Assemblée et elle commence dans la rue. Les députés de la France Insoumise ont annoncé, je crois, fidèles à leur tradition parlementaire, 1000 amendements par élu, ils sont 79 si ma mémoire est bonne, ça fait beaucoup, ça ressemble un peu à de l'obstruction, Gilles Bernstein, non ? Ça fait d'autant plus beaucoup que le temps parlementaire est compté, puisque c'est un amendement au PLFSS rectificatif, et que donc, constitutionnellement, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, constitutionnellement, il y a 20 jours pour le discuter, donc il va falloir choisir, pour les groupes d'opposition, entre essayer d'obtenir des choses, ce qu'a l'air de vouloir les Républicains, ce qu'ont l'air de vouloir les Républicains, ou faire de la guérilla parlementaire, ce qu'ont l'air de vouloir les Insoumis. Le gouvernement a d'ores et déjà dit que pour ne pas perdre de temps, il préférait discuter maintenant, éventuellement mettre dans le texte avant qu'il arrive à l'Assemblée, encore changer 2-3 broutilles dans le texte avant qu'il arrive à l'Assemblée, pour que ça ne soit pas une bataille d'amendements, pour lequel il n'y a constitutionnellement pas le temps. Alors 80 000 amendements, pardon, mais c'est un blocage total, non ? Oui, c'est la stratégie habituelle des LFI, donc il va y avoir des rappels au règlement, etc., etc. C'est intéressant de constater qu'on ne sait toujours pas ce que vont faire les députés du Rassemblement national. On a compris qu'ils allaient se battre, puisque Marine Le Pen considère que c'est une réforme injuste et brutale. Ils ont dit qu'ils se battraient dans l'hémicycle. La mobilisation dans la rue, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais ils ont dit non. Ils ont dit qu'à titre individuel, on pouvait, les militants et les députés pouvaient y aller, mais il n'y a pas d'appel à aller manifester de la part de la direction du Rassemblement national. En revanche, à l'Assemblée, comment vont-ils jouer par rapport à la France insoumise, toujours fidèles à leur stratégie de respectabilité et de ne pas être les gueulards de l'hémicycle? Ça va être intéressant à regarder. Oui, parce qu'en même temps, le Rassemblement national n'a pas l'intention de laisser aux insoumis, le statut et le privilège de l'opposant numéro 1, mais on sait qu'ils ne sont pas très proches des syndicats, traditionnellement. C'est un euphémisme, donc pas très chaud pour aller manifester dans la rue. Et puis effectivement, stratégie de respectabilité, de responsabilité, qu'est-ce que ça peut donner? Ils sont un petit peu perdus, non, Marion Mourgue? En tout cas, c'est une difficulté de se faire entendre sans voter de la même manière que Jean-Luc Mélenchon, parce que le RN vise quand même aussi les retraités et un électorat, ce qu'on appelle les CSP+, qui votaient traditionnellement pour la droite. Et donc, avoir les mêmes positions que Jean-Luc Mélenchon pour convaincre cet électorat, ça va être très compliqué. Or, sans cet électorat, Marine Le Pen aura toujours un plafond de verre. Donc, ce qui se joue sur la bataille des retraites, c'est aussi très important en vue de la prochaine présidentielle et du positionnement politique de Marine Le Pen. D'ailleurs, le positionnement politique, pardon, mais on ne sait pas très bien où elle en est, puisque les 60 ans, la retraite à 60 ans, elle est revenue dessus. Aujourd'hui, que préconise-t-elle, Gilles Bernstein? Vous avez une petite idée, non? Dans son projet présidentiel, c'était 62 ans, sauf 60 ans pour ceux qui ont commencé à
travailler tôt. Donc c'était comme un statu quo. C'était comme le projet du gouvernement. C'est plus favorable pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, mais en mieux disant social, si je puis dire. Pour leur stratégie, moi, ce que j'ai compris hier en recevant un certain nombre de députés RN sur le plateau, c'était que la rue c'est non, mais l'Assemblée c'est oui. La rue c'est non. Ils disent nous, on n'est pas un parti protestataire, on ne va pas dans la rue et on va encore moins dans la rue à côté de ceux, disent-ils, qui par leur abstention par leur absence par leur mot d'ordre entre les deux tours, aucune voix pour Marine Le Pen, on ne va pas dans la rue avec ceux qui, disent-ils, ont contribué à faire élire Emmanuel Macron, on ne veut pas être dans la rue à côté d'eux. En revanche, moi j'ai compris, et dans la déclaration de Marine Le Pen qui dit on fera tout pour s'y opposer, moi j'ai compris qu'au Parlement, ils allaient être plutôt dans l'opposition assez ferme et assez raide, défendant les classes populaires qui sont aujourd'hui leur électorat, mais les défendant ce qui est leur antienne aujourd'hui, avec ce qu'ils considèrent être la respectabilité, c'est-à-dire au Parlement et pas dans la rue. Valérie Nataf. Oui, non, mais on est d'accord sur le fond, Gilles. Ils ne vont pas appeler à manifester aux côtés des syndicats et ils ne vont pas ajouter au parti du désordre. Le Pen, même combat, ça serait un peu chaud. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas hésiter à voter comme les Insoumis au Parlement. Alors, sur certaines choses, oui. Mais ils vont quand même tenter, autant que faire se peut, de se détacher de l'image, à leurs yeux, déplorable que donnent les Insoumis dans l'hémicycle ou les députés de la NUPES. Sur la forme. Ils vont bien sûr se battre, ils l'ont dit, il y aura des renvois des commissions, etc., etc. Il va y avoir une vraie bagarre parlementaire. Je voudrais juste revenir sur le fait du parti du désordre, parce que un des risques pour les LR et pour le parti présidentiel, la majorité relative présidentielle, c'est donc ces mouvements de grève, on va y venir. Des mouvements de grève longs dans la durée, a dit hier Laurent Berger, c'est instaurer une forme de chienlit longuement. Or, le pari gouvernemental tel que je le comprends, celui d'Emmanuel Macron en tout cas, c'est de jouer l'ordre contre le désordre et de ramener à lui des électeurs pas forcément convaincus par la réforme des retraites, mais qui ne voudront pas d'un pays bloqué, avec des raffineries bloquées, des grèves dans les transports, etc. Ils ne veulent pas la chienlit. Voilà. Alors, il engage en fait la bataille de l'opinion, mais on sait que tous les sondages, depuis des semaines et même des mois, donnent systématiquement une opposition ultra majoritaire dans le pays à cette réforme. Comment on fait, Gilles Bornstein, pour transformer du plomb sondagier en or C'est le taux de conversion entre opposition et mobilisation. Et aujourd'hui, bien malin celui qui peut le prédire. Tout le monde est extrêmement prudent. Tous les politiques, tous les sondeurs aussi disent voilà, moi je sais combien de Français sont défavorables à la réforme. En gros, c'est 70-75%. Personne n'est capable de dire ce qui va se passer dans la rue. Alors on peut avoir des pronostics. Je vous livre le mien. Je pense qu'il y aura des mouvements d'ampleur. Il peut y avoir des manifestations d'ampleur. Je ne suis pas certain qu'il y aura des grèves d'ampleur. Il me semble, alors chacun aura son opinion, il me semble qu'il y a consciemment ou inconsciemment l'idée que cette fois, Emmanuel Macron ne reculera pas. Il a reculé une fois sur les retraites. Il ne reculera pas en contexte d'inflation, avec des problèmes de pouvoir d'achat difficiles. Qui aura envie de perdre des jours de pouvoir d'achat en se disant il n'y a pas la victoire au bout. Vous acceptez de perdre des jours de salaire si vous vous dites qu'il y a un espoir de gain au bout. Qui va penser vraiment, après avoir déjà reculé de 64 à 64 ans, avoir mis quand même des éléments sucrés dans sa réforme, il y a des éléments salés, Kinder Surprise chez mais il y a des éléments sucrés les gens qui pensent qu'Emmanuel Macron est susceptible de reculer s'il y a de nombreux jours de grève, seront-ils suffisants pour bloquer le pays à titre personnel? Si je dois me mouiller dans la météo, j'en suis pas persuadé. Alors, il y a quand même une donnée qu'il faut souligner, c'est que les syndicats sont vent debout comme un seul homme contre cette réforme. C'est vrai. Quand je dis comme un seul homme, ce n'est pas qu'une blague, parce que vous avez remarqué que hier, il y avait une seule femme parmi tous les dirigeants syndicaux, ce qui souligne une fois de plus le problème de la parité dans notre pays. Je ferme la parenthèse. Alors que nous, sur ce plateau, on est parfait. Absolument. Donc les syndicats l'ont annoncé hier, journée de mobilisation le 19 janvier, ce sera jeudi prochain. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Gilles Bornstein, Mario Moog? J'ai pas dit qu'il y aurait personne dans la rue. Est-ce que la France peut être bloquée déjà dès jeudi? C'est compliqué comme question parce que les syndicats appellent à un front uni et appellent à manifester, mais on sait bien, et c'est comme les partis politiques, que les syndicats ne sont plus forcément très suivis des Français. On l'a vu lors de la grève de la SNCF où ils ont été même débordés par des collectifs autonomes. Oui, ça fait 3 ou 4 mois qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a des Français qui sont très inquiets, qui sont
soit en colère, soit dans la rancœur ou la frustration, mais qui sont aussi tellement assommés par la multiplication des crises ces dernières années qu'ils ont du mal à sortir presque de leur sphère individuelle et à descendre dans la rue. Ensuite, le gouvernement a une autre arme. Gilles parlait tout à l'heure des 20 jours pour débattre du texte. Il y a aussi cette arme, puisqu'on va être dans... C'est assez technique, mais c'est un projet de loi rectificatif. Le gouvernement peut dégainer un 49.3 sans piocher dans sa besace des 49.3. Donc il peut sans utiliser son joker. Gratos. Exactement. Il peut le faire exactement, gratuitement, sans que ça lui coûte trop politiquement. Et donc, de cette manière-là, essayer aussi un peu de bloquer les expressions qui pourraient se faire entendre dans la rue ou au Parlement. Valérie Nataf, c'est la première fois que la CFDT manifeste aux côtés de la CGT depuis 2011 et la réforme Woerth, la réforme Fillon. Qu'est-ce qui explique une telle unité syndicale, un tel front commun ? Parce que les syndicats ont prévenu. C'était la ligne rouge, le recul du départ de l'âge légal à la retraite. De départ à la retraite, pardon, les mots sont... Vous avez compris, ma belle marquise. Et puis, il y a une question, la divergence, elle est sur le tempo. Pour le gouvernement, cette réforme est urgente et indispensable. Pour les syndicats, cette réforme n'est pas urgente et elle n'est pas indispensable. Et puis on sait que la CFDT voulait une réforme à point, qui a été abandonnée parce que trop compliquée, etc., enterrée grâce au Covid. Donc il y a un front uni. Hier, c'était quand même une image incroyable. Ouais. Pour nous qui avons l'habitude, voir Laurent Berger prendre le micro et lire le communiqué de l'intersyndicale avec la CGT, l'UNSA, etc., c'était quand même un signal. Et moi, je suis moins optimiste que vous, ou pessimiste, chacun y prendra sa part, sur la capacité du pays à être bloqué, parce qu'il y a eu une très sévère mise en garde hier par Laurent Berger, c'est d'appeler les organisations de jeunesse à rejoindre le mouvement au soir du 19h, du 19 janvier. Or, vous le savez, la formule est connue. On peut faire sortir le dentifrice du tube, impossible de le faire entrer. Et pour tout à partir du moment où les étudiants et les jeunes sont dans la rue. Et la difficulté pour le gouvernement, ce sont ces jeunes dans la rue, parce que il y a des risques de violence. Hier, tous les dirigeants syndicaux étaient interrogés sur la présence des Black Blocs dans les manifs. Ça aussi, c'est nouveau par rapport à 2010-2011. Il y a eu, rappelez-vous, en mai 2019, au 1er mai, Philippe Martinez a été exfiltré de sa propre manif à cause de la présence des Black Blocs. Donc, tout cela fait qu'il y a tellement d'inconnus que bien malin, c'est celui qui saura ce qui se passera. Dans chaque ministère, les ministres surveillent cette manif à venir du 19 janvier. Par exemple, dans l'éducation nationale, on sait que les profs peuvent aussi se mobiliser, les cheminots pour les transports. Tous les ministres regardent ça. Il y a presque une sorte de document Excel pour voir qui pourrait se mobiliser avec quel contingent et quelle ampleur. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, qu'on aurait pu croire initialement proche des réformistes et de Laurent Berger, n'a pas pu convaincre la CFDT et pourquoi y a-t-il une telle tension entre les deux hommes, Gilles Bornstein ? D'abord, je crois qu'il y a un problème personnel. Il y a un très bon papier dans Le Monde hier qui le dit. Ils ne s'aiment pas. Ils ne parlent pas du tout le même langage. Ils sont sur des sphères totalement opposées. Laurent Berger trouve qu'Emmanuel Macron ne tient pas sa parole, que c'est un menteur, qu'il dit des choses. Laurent Berger, c'est un social-démocrate, c'est un homme de consensus, c'est un homme qu'on peut dealer, qu'on peut avancer sur des choses, reculer sur d'autres, mais qu'il faut tenir sa parole. Que quand on a un deal, on le tient. Il décrit un Emmanuel Macron sans foi ni loi, qui dit des choses et qui ne le respecte pas, et il ne supporte pas ça. Après, il y a un historique. C'est vrai que Laurent Berger avait porte ouverte à l'Élysée pendant le quinquennat de François Hollande, que vous avez bien connu, où, en gros, on dit que d'une certaine manière, il co-gérait la France parce que, voilà, François Hollande... Hollande-Berger, même combat. Hollande-Berger, même combat. Hollande n'aimait pas beaucoup le conflit, il dealait avec Berger. C'est un délicat euphémisme, cher Gilles. Un délicat euphémisme. Et dans les engagements... Pardon, je suis un peu long. Dans les engagements politiques, dans les causes de l'engagement politique d'Emmanuel Macron, il y a aussi, quand il était à l'Élysée et quand il était ministre, il en avait marre de voir qu'il pouvait raconter ce qu'il voulait. À la fin, ça se passait dans le bureau de Hollande, entre Hollande et Berger. Et toute sa démarche politique est contre ça. Bref, ils ne s'aiment pas du tout. Ils se détestent. Donc, je laisse les autres causes à mes consoeurs, mais il y a déjà, dans cette opposition, un problème personnel. Emmanuel Macron, Laurent Berger. Alors, pourquoi tant de détestation, Valérie Nataf ? Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'il a couru pendant des semaines, voire des mois, la rumeur d'une entrée en politique de Laurent Berger lorsqu'il a signé la charte pour le pouvoir de vivre avec Nicolas Hulot. Et on dit que ça a ulcéré Emmanuel Macron. Alors il y a de ça.
c'est une possibilité. On n'est pas dans la tête des deux hommes. Je crois que Laurent Berger, pour avoir eu des offres comme vous avec certains de la CFDT, s'est senti méprisé par Emmanuel Macron. Il y a une forme d'arrogance, on l'a souvent dit chez Emmanuel Macron, que Laurent Berger n'a pas supporté parce qu'il s'est senti ravalé au rang d'un tout petit joueur dans le jeu. Pardon, Marion, il y a quand même un point important, Gilles Bornstein l'évoquait tout à l'heure, c'est le calcul du gouvernement sur l'épuisement du pays, l'apathie, un pays assommé par les crises à répétition, le Covid, l'inflation. Est-ce que les salariés vont choisir de perdre 1, 2, 3 journées de salaire dans un contexte d'inflation généralisée? Est-ce que le gouvernement qui parie là-dessus se met le doigt dans l'œil, à votre avis? Ah oui, on l'a vu avec les boulangers. La semaine dernière, ça aurait pu être explosif parce que les boulangers, ça parlait à tous les Français. Ça a été vite éteint comme un incendie, mais ça peut repartir. Et pour la réforme des retraites, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut avoir un feu qui prend là où on ne l'avait pas attendu. Le gouvernement essaye évidemment d'éteindre tous les incendies, mais on ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'allumette qui peut déclencher un incendie politique. Et le président se balade un petit peu avec une allumette au milieu de tous ces barils de poudre. On ne sait pas effectivement d'où viendra l'explosion. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer la situation de la droite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous en direct sur Radio J et sur Facebook Live. On passe au deuxième sujet de notre débat, la droite face à la réforme des retraites. Alors on se demandait comment allaient se positionner les Républicains. Eh bien Éric Ciotti l'a dévoilé dans les colonnes du Journal du Dimanche il y a 3 jours. Il votera bien la réforme, à certaines conditions bien sûr. Alors Marion Mourgue, vous n'ignorez bien rien, je vais y arriver, de ce qui se passe à droite. Est-ce que c'est une surprise cette sortie d'Éric Ciotti ? Non, c'était préparé. Il avait envie de fixer la ligne aux Républicains parce qu'Éric Ciotti, évidemment, il joue gros. C'est sa première grosse bataille en tant que président des Républicains. Donc il fallait qu'il impose la ligne au parti. Il fallait qu'il essaye de tenir son groupe. Et ce qui est le plus difficile, finalement, c'est les députés où il y a des envies de vote différentes. Ensuite, que la droite soutienne la réforme des retraites, c'est assez classique. C'est assez logique. Ils l'ont toujours soutenu, ils l'ont toujours défendu et ils l'ont toujours dit. Après, c'est sûr qu'il y a une bataille politique qui s'est nouée entre les Républicains et le gouvernement. Et on peut dire qu'ils ont été bichonnés, ces Républicains, par la Première ministre. Bichonnés, c'est-à-dire sur quel élément, sur quelle mesure ? À la fois, ils ont été traités, c'est-à-dire qu'ils ont été reçus et elle les a pris par téléphone en rendez-vous plusieurs fois. Donc le contact. Je me suis même laissé dire qu'il y avait eu un contact très récent entre le président Macron et Éric Ciotti il y a quelques jours. C'était plus avec Elisabeth Borne, mais ça a été suivi. Et ensuite, il y a eu des points politiques où ils ont eu un gain. On parlait tout à l'heure des petites retraites, les carrières hachées. Le congé parental, tout ça, c'est des points qu'ils avaient demandés et qui leur ont été accordés. Alors, Valérie Nataf, la plaisanterie qui courait ces dernières semaines, c'est que dans le groupe LR à l'Assemblée nationale, il y avait autant de positions sur cette réforme des retraites que de députés. Est-ce que, pour reprendre ce que disait Marion à l'instant, Éric Ciotti peut mettre tout le monde d'accord dans ce groupe ? Ça va être, comme le disait Marion, ça va être le premier test pour Éric Ciotti. Ses talents de diplomate, sa plasticité, éventuellement, vont être mises à rude épreuve. Il faut lire l'éditorial de notre confrère Nicolas Bétou ce matin, dans l'opinion, engueulant littéralement les LR de ne pas avoir tenu bon sur la date des 65 ans et d'avoir tout lâché. 65 ans qui était, il faut le rappeler, la proposition de la candidate Valérie Pécresse. Absolument. Et donc, on voit à quel point cette idée que vont gagner les Républicains à soutenir le projet du gouvernement, hors la cohérence, évidemment. Personne n'aurait compris que les Républicains disent non, c'est trop dur, 63 ans et 3 mois. En revanche, vous savez, c'est la vieille formule. Si ça marche, c'est grâce à Macron. Si ça marche pas, ce sera la faute des LR. Donc, ça classique. va être difficile. Gilles Bornstein. Oui, 2 choses. J'ai entendu hier les députés dits rétifs à la réforme, qui suivent Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, Julien Dive, tenir des propos beaucoup plus mesurés qu'avant. Avant, ils disaient jamais je ne vote une réforme dans laquelle figure l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite. Hier et ce matin, ils ne disaient plus du tout ça. Ils disaient la durée c'est important, voilà, il faut jouer sur la durée, etc. Maintenant, ils ne disent plus qu'ils excluent de voter le projet. Peut-être ne veulent-ils pas tout de suite se mettre dans la minorité de leur parti. Pour autant, c'est pas si facile pour eux. Je voulais vous livrer le témoignage d'un député qui ne fait pas partie de cette minorité, qui est député de la Loire, qui dit, moi,
qui dit tous les députés, peut-être à part Philippe Juvin, sont élus de circonscriptions populaires, rurales, de gens qui sont concernés par la réforme et de gens qui sont opposés à la réforme. Vous voulez dire que le terrain électoral de ces députés va être un déterminant. Le terrain électoral des 80% des députés LR est défavorable, ça fait partie d'une droite populaire, défavorable à la réforme. Ce député me disait, il me dit, moi je le voterai par cohérence, parce que c'est vrai que par cohérence et parce que je pense que c'est nécessaire, je voterai par la réforme. Et il me disait, à l'inverse de ce qu'on dit, qu'on va se faire engueuler sur les marchés si on ne vote pas une réforme qu'on a toujours soutenue, il me dit, moi c'est l'inverse. Il me dit, je termine, il me dit, moi je sais très bien que si je la vote, le lendemain, je me ferai engueuler, non pas parce que je l'ai voté, non pas parce que je ne l'ai pas voté, mais parce que je l'ai voté, parce que son électorat subira la réforme. On entend bien cet argument, mais pardon, je vais me faire l'avocat du diable et rester un petit peu sur le fond. Marion Mourgue, c'est vrai que pour un parti qui a toujours défendu le recul de l'âge légal, c'était quand même impossible de s'opposer à cette réforme en toute décence, pardon. Surtout qu'ils l'ont tous défendu au niveau national pour la présidentielle et depuis plusieurs élections, mais aussi au niveau local aux élections législatives. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une quinzaine de députés qui pourraient s'opposer au texte, sachant que les sénateurs sont tous pour le vote de la réforme. S'opposer, ça veut dire voter contre ? C'est-à-dire voter contre ou s'abstenir. S'abstenir n'a pas le même effet politique. Il y a les soutiens d'Aurélien Pradier qui sont sur une ligne de la droite sociale, de la droite populaire, et puis en effet, comme le disait Gilles, il y a des députés de circonscriptions rurales qui se disent attention, pour nous politiquement, ça ne passe pas. Ce qui fait que c'est moins d'un quart du groupe. Donc le texte devrait passer avec le soutien de LR. La question, c'est le gain politique pour les Républicains. C'est-à-dire que comment vous soutenez une réforme, certes, que vous avez toujours demandé, mais qui sera faite par votre opposant qui est Emmanuel Macron. Comment vous avez un gain politique sans apparaître comme le supplétif du pouvoir, ce qui ne passe pas dans votre électorat. Bien sûr, vrai sujet pour la droite, qui repose finalement le problème stratégique des LR qui est toujours le même depuis l'élection de Macron en 2017. Quel espace reste-t-il pour une droite autonome ? Comment justifier aujourd'hui cette autonomie après avoir voté cette réforme, alors qu'Éric Ciotti, il est un petit peu embêté, on l'a vu dans le JDD, il vote, mais il est quand même il est très critique sur tout le reste des actions et des politiques publiques du gouvernement Macron. C'est un pas de deux un peu compliqué, quoi. Oui, mais quand on entendait hier les LR qui s'exprimaient sur les différentes radios ou plateaux de télévision, vous aviez l'impression que tout le monde avait bu un petit coup parce que tout le monde était euphorique et enfin les LR existaient. C'est le quart d'heure warolien. Voilà. Elisabeth Borne a cité le groupe 2 fois, les Républicains, puis une fois le groupe LR au Sénat. Donc tout d'un coup, ils reviennent dans le jeu. En même temps, c'est la première fois qu'un groupe aussi minoritaire à l'Assemblée a autant de pouvoir. Donc il y avait une forme d'ivresse hier des sommets. Attention à la gueule de bois quand ça va redescendre. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Quand les lampions vont s'éteindre et que la fête sera terminée, ça va être difficile pour les Républicains. D'ailleurs, on a vu que le Rassemblement national avait commencé à attaquer sur ce thème, une fois de plus, en les accusant d'être les supplétifs du gouvernement Gilles Bornstein. Oui, mais je pense qu'ils font un calcul à terme. Ils disent que de toute façon, ils savent que la reconquête du pouvoir, c'est pas pour la semaine prochaine, qu'ils doivent retrouver une cohérence, que leur cohérence, c'est une sorte de droite républicaine qui se méfie et qui se différencie des extrêmes, qu'effectivement, ils l'ont toujours proposé, et que peut-être à court terme, sur le marché, le dimanche matin, ça va être compliqué, mais enfin que on ne peut pas, justement, pour ne pas être girouette, c'est vrai que c'est la peste ou le choléra pour eux, mais que à long terme, ils seront plutôt gagnants à soutenir ce qu'ils ont toujours soutenu. Et puis j'ajoute que Éric Ciotti, c'est Éric Ciotti qui a gagné, dont on sait qu'il est de droite, clairement de droite, franchement de droite, qu'il est vraiment tenant d'une ligne anti-macroniste, et s'il y en a un qui peut se permettre, Retailleau aurait pu certainement faire pareil, mais s'il y en a un qui peut se permettre de dire le fait que je soutienne une chose, ce que j'ai toujours dit, ne signifie pas que je suis allié à Emmanuel Macron, dont tout le monde sait que je suis véritablement l'ennemi, je pense qu'à terme, ils ont plutôt raison. Quand même un peu compliqué de s'extirper de ce piège tendu par Macron, Marion, non ? Oui, et il y a deux lignes qui cohabitent aux Républicains. Il y en a des députés qui nous disent c'est quand même un piège mortel pour nous, parce que quand les retraités qui sont notre électorat vont aussi comprendre qu'ils peuvent être impactés par cette réforme, ça peut se retourner contre nous. Et puis il y a les autres, dont fait partie Éric Ciotti, qui dit on vise la crédibilité, voilà. Et en effet on vise la crédibilité en 2027. Ce qui compte, c'est qu'on revienne au pouvoir et qu'on puisse dire nous on a soutenu la réforme des retraites, et dans ces cas-là les Français auront oublié les batailles plus politiciennes. Mais il faut voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, et il faudra voir aussi comment se passe le climat social, c'est-à-dire comment les Français accueillent cette réforme, est-ce qu'ils sont
contents ou pas, on le verra, et la position de LR pourra bouger aussi là-dessus. Alors faisons un peu de tactique parlementaire. Est-ce que le soutien des LR, Valérie Nataf, écarte définitivement la perspective d'utilisation du 49.3 qui, je le rappelle, aurait ajouté à la difficulté pour le gouvernement, puisqu'il aurait ajouté au procès en brutalité, au passage en force intenté par les adversaires? Mais je crois que Marion a répondu à cette question. La piste, c'est voter contre pour une quinzaine de députés ou s'abstenir. Tout le talent d'Éric Ciotti va être d'essayer de convaincre ces 15 rétifs au vote de ne pas voter contre, mais de s'abstenir. Et à ces conditions, le vote pourra se faire sans 49.3, ce qui est le pari du gouvernement. Si le gouvernement a autant cédé au LR, parce qu'ils ont cédé quand même beaucoup de choses, c'est pour s'éviter ce 49.3, pour s'éviter ce procès en brutalité et pour ramener les LR dans ce que le président de la République appelait de ses voeux, c'est-à-dire une majorité de coalition ponctuelle. Majorité de coalition ponctuelle. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, on se rapproche de ce que Nicolas Sarkozy avait appelé de ses voeux? Souvenez-vous, il avait appelé Emmanuel Macron à franchir le Rubicon et à gouverner franchement et franco avec la droite. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je crois pas du tout. Justement, Éric Ciotti peut se permettre de dire oui une fois, parce qu'il ne dit pas oui toujours, et qu'il dira non beaucoup, et que sur le texte immigration, on va déjà le voir. Je crois que c'est exactement l'inverse. Il est sûr de son opposition, il va mener une opposition frontale d'ici 2027 pour montrer qu'il y a un projet de droite républicain en opposition à Emmanuel Macron, qu'il veut acquérir la crédibilité. Sinon, après, si par hasard ils arrivent au pouvoir, que pourront-ils faire sur un malentendu, vous voulez dire? Que pourront-ils faire comme mesure de rigueur s'ils se sont opposés à la réforme des retraites? À terme, je pense que c'est mortel. Mais non, pas du tout. Je pense qu'Éric Ciotti, Olivier Marleix et les nouveaux dirigeants des Républicains vont mener une opposition frontale à Emmanuel Macron, frontale et responsable pour s'opposer à Marine Le Pen, et que ce vote-là ne préfigure pas d'alliance future. Oui, d'ailleurs, ce qui se dit dans les couloirs de l'exécutif et de la majorité, c'est que Éric Ciotti et ses amis pourraient faire payer au gouvernement son soutien sur le texte immigration en allant jusqu'à déposer une motion de censure. C'est ce qu'on a entendu. Marion Mourgue, vous êtes d'accord? Oui, pour l'instant, ils veulent voter contre le texte immigration, même si Gérald Darmanin dans le Figaro disait mais finalement on fait tout ce que les LR demandent. Mais il y aura cette bataille politique qui va s'engager parce qu'en effet, LR ne peut pas désormais voter tous les textes du gouvernement, ou sinon c'est donner l'impression que les Républicains font partie de la majorité. Et puis pour reprendre cette idée de contrat de gouvernement qui avait été mise sur la table à un moment par Nicolas Sarkozy et par Emmanuel Macron, pour que ça arrive, il faut finalement que les deux parties le veuillent. Sauf qu'aujourd'hui, les deux en ont parlé, et puis il n'y a pas eu de suite. Emmanuel Macron l'a évoqué, mais il n'appelle pas les Républicains, il ne leur demande pas d'entrer au gouvernement. Et la droite se dit finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas nous tuer, que c'est souvent leur expression, que de monter sur le Titanic aujourd'hui? Oui, ça serait. Ils ont déjà peut-être, selon certains, un pas dans la tombe en votant ce texte, ça serait sauter à pieds joints dedans. Bonne opération pour Éric Ciotti à l'arrivée, alors même si c'est un petit peu tôt pour en juger, mais pour l'instant, est-ce qu'il a bien géré cette affaire compliquée et très piégeuse, Valérie Nataf? Je trouve que oui, pour la raison qu'évoquait Gilles, c'est-à-dire que Éric Ciotti, l'homme qui disait qu'il préférait voter Zemmour au second tour qu'Emmanuel Macron, ne peut pas être soupçonné de sympathie pour le pouvoir macroniste. Et donc, il a réussi à concilier, à faire un grand écart facial plutôt réussi. Moi, je suis curieuse d'une personne qu'on n'a pas du tout entendue, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est vrai. Le grand absent de ce débat, mais comme de beaucoup de débats d'ailleurs. Et j'imagine bien qu'Éric Ciotti a dû parler avec celui qu'il considère être le prochain candidat LR à la présidentielle. Mais moi, je suis très curieuse d'entendre Laurent Wauquiez, d'entendre les mots de Laurent Wauquiez. Grand spécialiste mondial de Laurent Wauquiez. Marion Mourgue va nous éclairer. Que dit Laurent Wauquiez en coulisses? C'était un lancement, c'était un teaser et un suspense. Écoutez, Laurent Wauquiez est pour une réforme des retraites. Il juge qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin. Qu'il n'est pas assez rigoureux. Lui, il serait allé à 65 ans. Qu'il faudrait remettre le système à plat. Mais il estime qu'entre pas de retraite, enfin pas de réforme et une réforme, il vaut mieux voter une réforme. Et Laurent Wauquiez, vous pensez qu'il va le dire, qu'il va s'exprimer, qu'il va s'inviter dans le débat dans les prochaines semaines? Je ne pense pas. Vous en êtes certaine, Marion Mourgue? Je pense qu'on peut parier. Alors on se retrouve dans quelques instants pour passer à la gauche de l'échiquier politique. Pas mal de sujets à évoquer, notamment du côté du Parti Socialiste. On vote demain pour la future direction du PS. Et puis retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. On se retrouve très très vite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.
Ça reste entre nous en direct sur Radio J et Facebook Live. Et pour cette troisième partie, last but not least, on revient sur le congrès du PS. Match titanesque pour la direction, assortant Olivier Faure et deux challengers. C'est moche ce que vous faites. Deux challengers, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol. Et puis surtout, entre ces trois-là, une pomme de discorde. Faut-il continuer l'alliance avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et la NUPES? Hélène Geoffroy, elle n'est pas d'accord avec cette alliance, mais alors pas du tout, on l'écoute. Moi j'ai dit clairement que je suspendais notre participation à la NUP parce vous aviez dit même que le PS était une filiale. Était inféodé à la France Insoumise. Le mot filiale. Les filiales, oui, que se LFIsaient même, j'ai eu l'occasion de le dire. Alors, le PS filiale la France Insoumise, c'est du brutal, comme dirait l'autre. Alors, Gilles Bornstein, vous étiez aux premières loges, puisque vous avez animé ce débat, ce choc des titans. Quelle était l'ambiance, Gilles? Écoutez, il y a une règle d'airain, c'est qu'un socialiste en congrès, qu'il fasse 2% ou 50%, un socialiste en congrès est un socialiste belliqueux, est un socialiste hargneux, est un socialiste qui veut gagner et qui ne fait pas de cadeaux à l'autre. Vous connaissez ça par cœur, c'était effectivement assez tendu. C'est vrai que sur la ligne politique, il y a quelques différences, en particulier sur la retraite, puisque Olivier Faure dit qu'il veut revenir à 60 ans, comme Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'était pas le cas des deux autres. Sur la NUP, c'était assez violent. Il y a les oui, il y a les non, et il y a le on comprend pas tout. Olivier Faure, c'est la NUP, et que rien que la NUP, et oui, on veut rester dans la NUP. Hélène Geoffroy, on l'a entendu, c'est on arrête, enfin stop ou encore, elle, c'est clairement stop. Nicolas Mayer-Rossignol, c'est vrai qu'on comprend pas trop, il veut que l'intergroupe continue au Parlement, mais voilà, qu'est-ce que la NUP C'est un peu le en même temps du PS. C'est un peu le en même temps du PS. Ils ont tous les trois envie de gagner. Olivier Faure a très envie de garder son poste. Nicolas Mayer-Rossignol a très envie de lui piquer. C'est assez tendu quand même. Alors Gilles, faites-nous un petit cadeau, un petit Kinder surprise, comme dirait Valérie Nataf. Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette explication. C'était tendu dans les loges, il y a eu des incidents, des petits dérapages? Non, il y a eu une réunion de présentation il y a eu une réunion de préparation effectivement assez tendue. C'est-à-dire? Je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais c'est vrai que j'avais préparé dans les mêmes conditions le débat en 2012 entre François Hollande, Ségolène Royal, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Martine Aubry. Bon, on savait en gros que le vainqueur était président de la République. Là, on sait que le vainqueur va diriger un parti qui a fait 1,74% des voix à la présidentielle. Et pourtant, on a l'impression qu'ils se battent pour le bureau ovale de la Maison-Blanche, quoi. C'est vraiment extrêmement tendu. Alors, sur le plateau, ça allait à peu près. Il y a eu une passe d'armes très compliquée parce que Hélène Geoffroy a accusé les députés socialistes qui avaient voté la motion de censure de la NUP qu'on rejoint le Rassemblement National. Mais enfin, objectivement, c'était pas de la faute des députés socialistes. C'était un coup du Rassemblement National. Elle les a accusés d'avoir voté avec le RN. Elle les a accusés d'avoir voté avec le RN et de s'être compromis avec le RN. Et Olivier Faure lui a dit, à mon avis, je te dis, tu t'excuses tout de suite et tu retires tout de suite ses propos, parce que franchement, ils ne se sont compromis avec personne, ce qui n'est pas totalement faux. Donc ça, c'était assez tendu. Toujours une très bonne ambiance entre camarades. Ouais. Valérie Nataf, le problème des socialistes, est-ce que c'est pas que, on le voit dans ce débat, est-ce que c'est pas que Jean-Luc Mélenchon est toujours au centre et au cœur de leur débat et qui n'arrive pas à en sortir? Oui, mais si Olivier Faure veut rester dans la NUPES, c'est à la fois pour des raisons d'existence politique, on l'a jamais autant vu et autant entendu, alors que, comme vous l'avez rappelé, la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, a fait 1,74% nationalement. Mais Olivier Faure, qu'ambitionne-t-il ? Il ambitionne d'être le successeur de Jean-Luc Mélenchon, à la tête de cette coalition de gauche. Donc, pour lui, sortir de la NUP, c'est se faire harakiri. Quant aux deux autres, Hélène Geoffroy, qui est en gros poussée par François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Bernard Cazeneuve, etc. Les anciens éléphants du PS. Les anciens éléphants du PS, elle défend une ligne hors NUPES. Quant à Nicolas Mayer-Rossignol, comme l'a très bien dit Gilles, il est... on n'a pas très bien compris s'il voulait y rester ou pas. C'est un peu le roi de la synthèse, et pourtant, c'est pas lui qui est soutenu par François Hollande. Mais, c'est un Fabusien à l'origine, voilà. Si je ne m'abuse. Mais ce qui se joue là, c'est pas la survie du PS, c'est la survie de la NUPES. Si Olivier Faure n'est pas reconduit, la NUPES explosera
en tout cas dans sa composante socialiste, dans les tout prochains jours. Oui, parce qu'il faut rappeler que cette alliance avec la NUPES, enfin avec les Insoumis dans le cadre de la NUPES pour les législatives, c'est ce qui a permis au PS, qui venait de faire un 74 avec Anne Hidalgo à la présidentielle, d'avoir un groupe respectable et honorable, ce qu'elle-même reconnaît. Maintenant, ils se disputent pour savoir s'il faut aussi s'allier avec les Insoumis aux européennes de 2024 et même à la présidentielle de 2027, puisque vous le disiez, c'est ce qu'ambitionne Olivier Faure. Marion Brouk. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas répondu à la question, est-ce qu'on arrive à reparler aux Français ? Parce qu'avec cette stratégie politique, certes, ils peuvent exister, ils peuvent avoir un groupe à l'Assemblée, ils peuvent peser éventuellement sur les textes, mais ils n'ont pas reparlé aux Français. Aujourd'hui, vous n'avez personne qui vous arrête dans la rue pour savoir qui est candidat du Parti Socialiste et qui s'intéresse au Congrès qui est fin janvier. Et c'est ça leur difficulté. Après avoir gouverné la France, après avoir eu à un moment toutes les institutions, y compris le Sénat, ce qui était quand même historique, aujourd'hui, ils n'ont plus rien et ils ne sont pas attendus pour gouverner la France, alors qu'il y a évidemment encore des gens de gauche. Est-ce qu'ils vont la reconduire, cette alliance, compte tenu de tous ces débats, toutes ces tensions autour de la stratégie Valérie Nataf ? Alors, vous l'avez dit, on est dans l'inconnu. Ça va dépendre évidemment de la personnalité du premier secrétaire qui sortira des urnes de ce congrès. Et je vais être parfaitement désagréable. Les urnes de ce congrès, on le connaît, l'espèce de sincérité des scrutins au Parti Socialiste. Vous voulez dire qu'il y aurait de la triche des votes au Parti Socialiste ? Moi, je n'en sais rien, mais c'est arrivé. Ouais. Donc, vous savez, un péché est vite commis. Donc, je ne sais pas, mais on verra. En tout cas, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol ont déjà accusé Olivier Faure de ne pas être tout à fait sincère dans le scrutin. Bon, donc, qui n'a pas commencé. Donc, ça, il y a un côté trumpiste, la sincérité du scrutin, etc. Donc voilà. Vous voulez dire que les déçus pourraient envahir le siège du Parti Socialiste si jamais ils avaient comme au Brésil ou à Washington ? Donc peut-être pas. C'est loin du centre-ville. Et c'est pas un lieu de pouvoir. Ça on l'avait bien remarqué. Je rappelle que les militants socialistes votent jeudi pour les motions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les motions, les textes d'orientation, et jeudi prochain pour la personne du premier secrétaire. Vous avez une idée du corps militant, Gilles ? Ça fait combien les militants socialistes aujourd'hui ? Je pense que s'ils ont 20 000 votants, ils seront contents. 20 000 votants, quand on sait que le Parti Socialiste en avait plusieurs centaines de milliers il y a encore 15 ans, c'est quand même une... Alors je précise que c'est des votants physiques, c'est-à-dire qu'à l'inverse parce que, pour revenir sur ce que dit Valérie, au PS on dit que les morts votent, et aux Républicains on dit que ce sont les chiens qui votent. Donc, et même les chats, puisque au journal du dimanche, on a fait voter les chats. Ils ont été assez prudents, c'est un vote physique, chaque section, chaque fédération pouvait aller dans son local ou louer un local pour le soir, c'est entre 17h et 22h ou 23h, il faut se présenter pour voter, il faut être membre du parti depuis 6 mois et à jour de cotisation. Est-ce que ça limitera ça n'empêche pas d'aller faire la tournée des anciens militants et de payer à leur place les cotisations pour qu'ils soient à jour de cotisation, ce qui s'est toujours fait dans les congrès socialistes. Mais enfin, il n'y aura pas ce qu'il y a eu pour le congrès des Républicains, à savoir des votes informatiques qui n'étaient pas très contrôlés. Ah si, quand même, c'était sécurisé. Ils ont appris de Pardon. Mais bon, on peut ironiser sur le PS pour l'instant. Voilà, il y a un combat. C'est pas un combat. C'est toujours plus que les militants écologistes qui, de mémoire, étaient à peine plus de 10 000 lors de leur vote. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Pour l'instant, de toute façon, ils sont vraiment tout au fond de la cuve, les socialistes. Donc, est-ce que ça leur permettra de remonter ? Je ne sais pas. Il y a un talon et hop, ça repart. Voilà, il y a un vote. Pour l'instant, ils s'engueulent. Enfin, pour l'instant, ça se passe à peu près bien. On verra les résultats. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet Mayer-Rossignol. Alors justement, Gilles, votre pronostic, et après on va faire un petit tour de table. Qui va gagner ce congrès ? Suspense insoutenable. Les spécialistes vous livrent... C'est marrant parce qu'ils disent c'est super honnête, mais ils vous livrent des résultats au point près. On va dire, si c'est au point près, c'est que tu contrôles les voix. Ah mais non, c'est pas ce que je voulais dire, etc. Ce qu'on dit, c'est qu'Olivier Faure sera en tête au premier tour, qui ne fera pas les 50%. Donc par définition, si vous ne faites pas 50% et qu'il y a 2 autres candidats, le total des 2 autres fait plus de 50%. Ça, même avec l'arithmétique socialiste, c'est sûr. Se mettront-ils d'accord pour le faire battre ? On dit qu'Hélène Geoffroy, parce qu'en fait personne n'a envie du retour de François Hollande et de Bernard Cazeneuve, dont la majorité des militants socialistes pensent qu'ils les ont menés à la ruine.
Nicolas Meyer-Rossignol devrait être derrière. Est-ce qu'il sera suffisamment proche d'Olivier Faure pour espérer qu'avec le renfort des voix d'Hélène Geoffroy, il puisse le faire trébucher? C'est comme la météo sociale. C'est compliqué à prédire, même si c'est que sur 20 000 personnes. Valérie Nataf. Il y a une personne que nous n'avons pas mentionnée et qui sera l'adjointe, la première secrétaire adjointe, si Olivier Faure devait être réélu, c'est Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui était dans l'équipe des maires de France d'Anne Hidalgo, et qui peut entraîner aussi un certain nombre de votes de l'Ouest. Donc, moi, je ne donne pas Olivier Faure battu, mais comme l'a dit Gilles, qui connaît parfaitement cette histoire, s'il ne fait pas 50%, il est en très grande difficulté. Marion Mourgue, pronostic? Olivier Faure, mais c'est vrai que comme dit François Hollande, rien ne se passe jamais comme prévu en politique, donc on verra bien fin janvier. Un dernier mot qui a été tranché lors de ce débat, la liste commune aux européennes, c'est mort, c'est terminé. Même Olivier Faure, qui était le dernier à dire mais il faut discuter, pourquoi pas. En fait, Olivier Faure, il dit évidemment qu'on ne fera pas une liste commune. Mais si je dis à Jean-Luc Mélenchon, il dit c'est un de mes points forts vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, il veut tellement cette liste commune que tant qu'on lui dit que c'est possible, il peut donner des trucs. Et ce dont il avait peur dans ce débat, c'est d'être obligé de concéder aux autres qu'il n'y aurait pas de liste commune. Et il l'a concédé. Alors, il a joué, il a dit puisque les écologistes ne le veulent pas, de toute façon, il n'y en aura pas. Mais la liste commune des socialistes avec des insoumis aux européennes, c'est mort. Il y aura soit une liste socialiste autonome, soit une liste socialiste verte, dont pour l'instant Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, ne veut pas. Donc la vraie question pour une candidature commune, c'est désormais celle de la présidentielle de 2027. Alors, à gauche, l'actualité du jour, c'était aussi le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. C'était ce matin, en catimini, en toute discrétion, en tout cas, une réunion de la Commission des Affaires étrangères. Le député insoumis du Nord, qui était le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, tout de même, il faut le rappeler, s'était mis en retrait depuis sa condamnation pour violence conjugale à 4 mois de prison avec sursis. Et la perspective de son retour, elle avait ému jusque dans les rangs de la NUPES et même des insoumis qui étaient quand même peu enclins à critiquer le chef jusqu'ici, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Mais Quatennens et Mélenchon ont choisi de passer outre ces critiques. Qu'est-ce que ça vous inspire, Valérie Nataf ? On le sait, Jean-Luc Mélenchon ne lâche pas ses amis. Et donc, il y a un côté, on l'a beaucoup dit, faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. Et donc, il y avait une forme de... comment dire, d'exception Quatennens dans le discours mélenchoniste. L'exception qui confirmait la règle. Voilà, dans le discours de la France insoumise. Maintenant, il a été condamné, Adrien Quatennens, il est suspendu, là il siège comme non inscrit à la Commission des Affaires étrangères, mais c'est vrai que cette affaire... Voilà, c'est un peu des petites feintes, tout ça. Oui, mais cette affaire contribue au mouvement centrifuge de la NUPES sur cette question. On a entendu Sandrine Rousseau et d'autres s'élever contre le retour d'Adrien Quatennens et la manière dont ça s'est passé, y compris au sein de la France Insoumise, puisque Clémentine Autain ou Alexis Corbière n'ont pas été les derniers à dire qu'il, par exemple, dans l'interview qu'il a accordée à BFM, qu'il avait été beaucoup trop loin dans son plaidoyer pro domo. Voilà, dans son plaidoyer. Alors, c'est vrai que, je le disais, les insoumis jusqu'ici étaient le doigt sur la couture du pantalon, ne critiquaient rien, ni les choix du chef, ni l'organisation de la direction, ni les choix politiques. Là, on sent que cette affaire, elle a quand même ouvert la boîte de Pandore et que ça turbule de toutes parts, Marion Mourgue. Oui, c'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon est aussi critiqué en interne, notamment par les femmes, par les députés, mais pas uniquement, puisque certains hommes ont exprimé des désaccords, et puis chez les militants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de militants qui disent on ne peut pas défendre la cause des femmes dans l'hémicycle et ne pas appliquer... s'appliquer à soi-même exactement les règles qu'on défend. Donc ça peut laisser des traces. Il faut voir comment justement la rentrée d'Adrien Quatennens se fait dans les prochaines semaines, c'est-à-dire politiquement comment elle est acceptée. Est-ce que les députés de la France Insoumise l'acculent à démissionner, puisqu'aujourd'hui, finalement, rien ne le pousse à le faire. Il faut voir... Oui, il faut rappeler qu'il n'est pas du tout contraint, obligé à la démission. Non, et c'est peut-être la difficulté de ce système, c'est que... il faudrait une élection pour défaire ce qui a été fait. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont élu Adrien Quatennens peuvent aujourd'hui le sanctionner. Alors justement, je crois qu'il y a une proposition qui vient des rangs de la majorité pour remédier à cette espèce de non-dit, de flou juridico-politique. Oui, ce matin, à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, la présidente du groupe parlementaire Renaissance, a annoncé le dépôt d'une proposition de loi visant à rendre inéligible tout député condamné pour des faits de violence. Elle sera examinée dans la prochaine niche parlementaire du groupe. Donc, on le voit, ça
tout le monde appuie sur là où ça fait mal, là où ça fait mal, c'est-à-dire Quatennens. C'est très difficile, ça va être très difficile pour lui, psychologiquement, politiquement. Ça va être très difficile pour ceux qui le soutiennent. Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée, on le rappelle, c'est son choix. Donc c'est dit, Emmanuel Bompard peut essayer de faire un part de son corps, mais en même temps, le retour de Quatennens n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour Emmanuel Bompard, qui a hérité du poste d'Adrien Quatennens. Du poste et de la position du dauphin. Exactement. Est-ce que c'est un très mauvais coup politique pour Jean-Luc Mélenchon, Gilles Bornstein ? Oui, tout ça est un très mauvais coup politique pour Jean-Luc Mélenchon. Ça montre que, Jean-Luc Mélenchon avait un avantage, c'est que, aussi âgé soit-il par rapport à ses supporters, il était en phase avec la base sociale. Je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, mes enfants et leurs copains, on sent que, aussi bobo soit-il, on sent que Mélenchon, ça leur parle. Là, vous voulez dire sur le fond, sur l'idéologie, sur les propositions, sur l'idéologie, sur sa façon de faire de la politique, sur son côté transgressif, sur son parler cru et dru. On peut aimer ou pas aimer Jean-Luc Mélenchon, on ne peut ça parle aux jeunes. On ne peut que constater qu'il a fait preuve de génie politique depuis sa première candidature à l'élection présidentielle. Il est sorti du PS, il n'existait pas. Vous suiviez le PS quand il n'existait pas. Il était très minoritaire. Il a créé un personnage qui vaut 20% des voix à l'élection présidentielle. C'est énorme. Il a fait preuve de génie politique. Il a galvaudé ça en 3 jours en montrant qu'il était complètement déconnecté. C'est-à-dire que autant sur le social, il est connecté, autant sur le féminisme, il a montré que c'était un mâle dominant viriliste, contrairement à une partie de sa base. Et donc là, oui, il y a eu une déconnexion. Une de celles qu'il a critiquées en interne m'a dit « Tu ne peux pas savoir le nombre de courriers que j'ai reçus après en disant « Ta parole nous a libérés, on ne supportait pas qu'il s'exprime comme ça. Le fait que tu le critiques nous permet nous-mêmes de dire qu'on n'est pas d'accord. » J'ajoute une chose, là sur un autre point, c'est la démocratie interne. Il y a un autre mauvais point, c'est que lui qui porte tant la 6ème République, lui qui porte tant la volonté de démocratie, ce qu'il a fait en imposant Manuel Bompard et en virant tous les contestataires de la direction est aussi pour le coup, dans le fait que ce que je dis pas ce que je fais, va être très compliqué. Oui, parce qu'il y a l'affaire Quatennens, mais il y a aussi effectivement ces bisbilles dans la direction où beaucoup d'autres dauphins potentiels ont été écartés. Mario Mourgue, addition politique très lourde à payer pour Jean-Luc Mélenchon pour ces affaires-là. C'est très bizarre cet épisode, parce qu'en effet, il a évidemment beaucoup de sens politique, beaucoup d'histoire politique en tête, et jusqu'à présent, il sentait bien la France, la société, et il était très en avance dans les combats qu'il menait et qu'il mettait sur la table, même l'écologie. Il en avait fait une arme politique, et là, de ne pas sentir l'aspiration... Il n'était pas forcément très écologiste au départ. On partait de très loin, mais il avait réussi. Et de ne pas sentir cette aspiration de la société à la fois à une égalité homme-femme et à une écoute des femmes, c'est très bizarre. Alors c'est peut-être que justement, il y a un effet générationnel qui montrerait que Jean-Luc Mélenchon se fait dépasser aussi par sa base et par sa société. Jean-Luc Mélenchon un peu dépassé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardonnez-moi, je vais chercher un peu le diable dans les détails, tout simplement une dimension stratégique. Quatennens, on l'a dit, c'était le dauphin, c'était l'héritier politique, Valérie Nataf. C'est pour ça que moi je suis pas d'accord. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas senti simplement sa loyauté à l'égard de celui qu'il considère en quelque sorte comme son fils spirituel a pris le pas sur les considérations féministes qui sont les siennes, je crois, et qui ne sont pas comment dire, insincères. Feinte. Voilà, qui ne sont pas feintes. Donc moi je ne crois pas à ça. Mais dans l'histoire de la démocratie interne, je veux juste vous livrer le commentaire d'un très proche de Jean-Luc Mélenchon et de quelques-uns de ses lieutenants, qui dit « Quand on est à la fin de sa carrière politique, il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut soit léguer, soit s'aborder. Jean-Luc Mélenchon a choisi de s'aborder. » Jean-Luc Mélenchon s'aborde le navire qu'il a lui-même lancé sur les flots. C'est le commentaire d'un très proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je dis aussi qu'il ne sent pas. C'est-à-dire qu'avant, sa loyauté existait, assez fidèle à ses amis, pas forcément ses dauphins, mais elle n'emportait pas tout. Aujourd'hui, elle devient presque la valeur cardinale pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est là où je trouve qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que finalement, ça s'impose pour lui comme l'ultime combat. Comme pour Mitterrand, la fidélité à ses amis, à la fin de son mandat, avait fini par précipiter un certain nombre d'affaires. Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon peut être non seulement mis en difficulté, mais même mis à la retraite, puisqu'il avait refusé lui-même de s'y mettre suite à ces affaires? Là aussi, c'est très difficile à dire, même si l'avenir dure longtemps, même pour Jean-Luc Mélenchon qui a déjà un certain âge, mais on sent que pour la première fois, voilà, jusqu'à présent, tous parlaient d'une seule voix. Objectivement, il les menait avec brio, voire avec talent.
Aujourd'hui, ça explose parce que se mêlent beaucoup de choses, se mêlent les considérations personnelles. Jean-Luc Mélenchon a su faire émerger des dauphins. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de dauphins à peu près sur le même plan. Il en avait choisi un qui était Adrien Quatennens, qui devait s'imposer à tous les autres. Alexis Corbière, tout ce que vous voulez. Adrien Quatennens hors jeu. Les autres se sont dit, ça peut être mon tour. Bon, tout ça est assez compliqué, donc il y a des problèmes perso, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de tous ordres. C'est compliqué de dire s'il va s'en tirer ou non, mais c'est pas impossible qu'il ne s'en tire pas. Alors pour conclure très rapidement un petit tour de table, je vais vous demander votre avis à tous les trois. Je cite Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, à propos d'Adrien Quatennens. Sa place n'est plus à l'Assemblée, ce serait une insulte à toutes les femmes. Vous êtes d'accord, Valérie Nataf ? C'est difficile. Je trouve ça difficile de condamner politiquement quelqu'un qui a été condamné judiciairement. Bien sûr. Et que pourquoi Adrien Quatennens ne pourrait plus siéger à l'Assemblée et Damien Abad si. Gilles Benstein ? Pareil, je pense qu'il n'a pas été condamné à perpétuité. Il n'y a pas perpète. Il n'y a pas perpète pour les politiques non plus. Je n'ai aucune sympathie pour les violences conjugales, aucune sympathie. Mais il n'y a pas de raison de faire des règles différentes pour lui que pour les autres. Marion ? Pareil, aucune sympathie, mais dans ces cas-là, il faut que la règle soit très claire et qu'elle soit votée aussi par les Français. Et donc que ça passe par la loi. Eh bien, merci à tous trois pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 21h, pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique française. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine.